Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR pour débriefer tout ce qui s'est passé hier. Et même s'il n'y a plus de match NBA, il s'est passé un paquet de choses. Chat, il y a eu des trades, des titres de champion, des qualifications pour des demi-finales d'Eurobasket. On va pouvoir parler de tout ça. Je te propose qu'on commence quand même par les trades qui ont animé la soirée d'hier. On avait parlé avec Antoine du premier trade que Boston avait fait pour envoyer Jrue Holiday aux Blazers. Boston a encore bougé hier et c'est effectivement la deuxième cible qu'on avait identifié, Kristaps Porzingis, qui ne portera plus le jersey de Boston l'an prochain, puisqu'il se retrouvera du côté des Hawks. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui transparaît de cet échange? Ouais, c'est ça. Les Celtics continuent les grandes manœuvres. Ça a été très vite, hein, l'enchaînement. On savait qu'après le trade de Jrue Holiday, il y avait déjà les rumeurs de Porzingis, forcément avec son salaire qui allait arriver. Pendant une heure ou deux, il y a eu un bruit Porzingis aux Spurs qui s'est pas du tout matérialisé. Et dans la soirée, Porzingis donc est parti dans un trade à 3 qui implique aussi Atlanta et Brooklyn. Boston récupère George Niang et un deuxième tour de draft. Les Nets qui se sont mis dans l'opération pour continuer de renforcer leur petit trésor de guerre sur la draft 2025. Ils récupèrent Terrence Mann, mais aussi le pick numéro 22 de la draft 2025. Des Hawks? Ouais. Les... Non, les... Ça, c'est le pic des Hawks, hein. Oui, oui, c'est ça, Ouais. pardon. Oui, c'est le pic des Hawks. Et du coup, les Celtics continuent de dégraisser pour être dans les clous financièrement, pour sortir du deuxième seuil, du deuxième apron, là, et continuer leur ménage financier pour revenir peut-être. Alors, c'est un move à plus ou moins long terme ou à moyen terme pour être sans doute compétitif après une saison de transition, tenter des moves lors de la free agency suivante. Mais là, en tout cas, voilà, pour l'instant, ça s'est enchaîné comme ça. C'est peut-être pas le dernier move non plus d'ailleurs, parce qu'ils veulent encore possiblement faire des économies. Euh, donc voilà, c'était attendu. Porzingis était en soi un membre important. Je veux dire, son profil le rendait assez important dans l'équipe, mais beaucoup de blessures. Et finalement, c'était logique que ce soit lui qui parte après Jrue Holiday, qui était un peu sur le déclin aussi. Les fans des Celtics l'adorent, mais à juste titre pour ce qu'il a apporté. Mais voilà, ils ne sont pas identifiés comme des indispensables comme le sont Jason Tatum ou Jaylen Brown ou peut-être même Derrick White. Tu vois. Ouais, de toute façon, c'était clairement pas un move basket. Si les Celtics avaient pu conserver toute leur équipe en attendant simplement le retour de Jason Tatum, je pense qu'ils l'auraient probablement fait. Là, c'était simplement que les implications financières et même basket, en fait, la manière dont ça limitait les moves qu'ils pouvaient faire par la suite était trop important. Donc là, c'est mission réussie finalement pour les Celtics qui sont redescendus en dessous du second apron du salary cap. Énorme. Voilà, c'est mission remplie quelque part par rapport à ce qu'ils avaient en tête. Ce qui n'est pas inintéressant malgré tout dans ces moves. Alors bien sûr, ça baisse le niveau et le talent de l'équipe. Par contre, c'est des joueurs quand même en George Niang et Anthony Simons qui collent quand même avec ce que Boston essaie globalement de développer comme jeu. Et c'est aussi des joueurs, je pense, qui ont toujours une valeur quelque part sur le marché des transferts. Donc c'est plutôt voilà, je pense que c'est... les Celtics ont rempli leur pari. C'est pas inintéressant par contre du côté des Hawks parce que alors Atlanta c'est une équipe sur laquelle moi j'étais assez je suis assez hypé en fait par les Ouais. Hawks depuis le début de la saison. Ils ont fait une saison qui est pas extraordinaire mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il y a la capacité à faire des choses et avec l'Est qui est complètement ouvert pour l'an prochain. C'est assez intéressant de voir qu'ils ont choisi de faire venir Kristaps Porzingis. Ils ont raison de tenter parce qu'on peut se demander ce qu'aurait donné la saison si Jalen Johnson s'était pas blessé, puisque c'est un joueur encore pas ultra connu du grand public, mais vraiment excellent. Et ils ont raison, au même titre que j'ai dit qu'Orlando avait raison de tenter un move, que toutes les équipes de l'Est auraient raison de tenter quelque chose d'un peu agressif. Porzingis, il va être dans une contractire. Porzingis a déjà montré que dans les contractires, il pouvait être bon. Faut qu'il évite les blessures. Le fit, comme ça sur le papier, Trae Young Porzingis comme partenaire en 1-5, c'est quand même plutôt intéressant. Je trouve que le move se tente et se justifie totalement. Moi aussi, je reste un peu sur ma faim avec ces Hawks version Quinn Snyder parce que on sait que c'est un excellent coach. Il y a plutôt du beau monde. L'équipe l'année dernière, il y a des moments où on l'a trouvé vraiment cool avec Zachary Rizaché, Jalen Johnson quand il était là. Trae Young, j'ai plutôt bien aimé sa saison malgré la maladresse. Donc ça peut être une équipe qui se place enfin un peu plus haut en profitant du paysage un peu décimé de l'Est avec toutes les blessures. Et
tu vois, même les Celtics, c'est-à-dire qu'on présente un peu ça comme une saison de transition et personne leur en voudra, je veux dire, s'ils finissent play-in ou pas loin. Mais quand tu regardes sur le papier, l'équipe, elle est encore pas mal finalement. Tu as Jaylen Brown en numéro 1, Anthony Simons, je pense qu'il va faire quelques cartons offensifs. Pareil, les gens le connaissent pas tant que ça parce qu'ils regardent pas trop les Blazers, mais c'est un pétard ambulant qui est capable de faire des gros cartons. Il reste Derrick White. On va voir ce qu'ils vont faire avec les quelques vétérans type Al Horford. Je pense que l'équipe, elle reste pas mal. Est-ce qu'elle sera championne? Non, je ne le vois pas du tout. Mais tout ce qui s'est passé à l'Est avec les différentes blessures, malheureusement, entre Haliburton, Tatum et d'autres équipes qui savent pas trop où elles en sont. Yanis, qu'est-ce que vont donner les Bucks avec juste Giannis pour l'instant? Miami est en perdition, enfin, c'est pas trop quoi faire. Les Knicks vont changer de coach. Donc Atlanta a raison de se mettre dans un deal comme ça. Et pour le dernier participant de ce trade, Brooklyn, c'est un très très bon move aussi de réussir alors, les pics qu'ils ont là sur cette draft, c'est pas que des top picks. Hein. Ils ont le 8, 19, 22, 26 et 27. Et tu me disais avant qu'on commence, pourquoi est-ce qu'ils essaieraient pas de monter dans la draft avec un petit package? C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, se constituer un arsenal comme ça, c'est toujours intéressant et on a vu que des équipes s'étaient reconstruites comme ça de manière très habile et les Nets peuvent parfaitement le faire. Ouais, voilà, on suivra. Vous savez, la draft, enfin le premier tour de la draft, c'est dans la nuit de, enfin c'est ce soir. Ouais. Vous pourrez suivre toute l'actualité autour de la draft sur Basket Session, toute la journée, les rumeurs, les derniers échanges d'avant la draft, tout ça, ça sera en direct sur Basket Session. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et oui, juste un petit mot. Tu parlais de Jalen Johnson. Effectivement, je pense que les gens se rendent pas compte en fait, qui regardent pas les Hawks, effectivement du joueur et du cap qu'il était en train de passer manifestement cette année et de ce qu'aurait pu être la saison d'Atlanta s'il avait pu jouer. Alors, ils n'auraient pas été champions NBA. Je ne pense pas qu'ils auraient forcément eu la capacité de faire un long run en playoff. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Et vu comment à quel point l'Est sera ouvert la saison prochaine, moi, je garderai un œil. Je pense qu'ils n'ont pas fini de bouger encore, les Hawks. Il y a eu un autre deal marquant. On sait que les Pelicans, c'est quand même l'un des plus gros points d'interrogation depuis que Zion est arrivé, en gros. Saison après saison, on se dit sur le papier, il y a du talent, il y a du potentiel. Dans les faits, ça ne se matérialise jamais. Les Pelicans qui ont bougé et qui ont décidé de trader CJ McCollum. Ouais, c'est ça, ils ont fait affaire avec les Wizards. C'est un trade qui a un peu interpellé en se disant, il y en a beaucoup qui se sont dit, à quoi bon, à quoi sert ce trade, qui va vraiment en profiter? Il est quand même pas inintéressant parce qu'il y a des joueurs dedans qui sont pas inintéressants. Du coup, les Pelicans envoient CJ McCollum, Kelly Olynyk et un futur deuxième tour de draft. Et Washington récupère l'ami Jordan Poole, pour lequel les Wizards ont décidé d'arrêter les frais avec son très très gros salaire jusqu'en 2027. Enfin, son gros salaire. Il devait toucher encore plus de 65 millions de dollars, je crois. Il y a aussi Saddiq Bey qui file du côté des Pelicans avec le 40e pick de cette draft NBA 2025. Donc, ce qui est intéressant, si on doit revenir sur ce trade, c'est que les Wizards, donc ils font venir encore des vétérans, hein, enfin des joueurs expérimentés. McCollum, Olynyk, qui peut te dire, c'est un move pour encadrer la jeune équipe. C'est clairement pas pour être compétitif tout de suite. Hein. On va pas non plus vendre aux fans des Wizards quelque chose. Mais c'est surtout deux joueurs qui vont être libres la saison prochaine. Et il y aura une énorme flexibilité financière pour les Wizards pour la Free Agency 2026 qui s'annonce franchement assez excitante. Donc ça peut être du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui ne sont pas engagés sur le long terme, donc tu récupères, tu es flexible en 2026. Et aussi, tu peux espérer que ces deux joueurs qui sont plutôt très appréciés, qui ont toujours laissé un bon souvenir, hein, McCollum, Olynyk, et qui vont aider tous les jeunes joueurs des Wizards actuels et ceux qui vont arriver pendant la draft à passer un cap et à progresser. Pour les Pelicans, peut-être qu'ils peuvent se dire, est-ce que Jordan Poole va pas se relancer? Il sort de 2 premières saisons aux Wizards. Alors la première, je la juge ratée. Pour moi, c'était pas du tout... ça ressemblait vraiment au gars qui avait signé son gros chèque, qui a déjà gagné et qui était là en roue libre. La deuxième, elle est discrètement pas si nulle. Notamment à 3 points. Son tir extérieur, il était pas loin de 38%, je crois, ce qui est pas mal pour un mec qui en prend 8-9 par match. Donc peut-être que les Pelicans se disent, est-ce qu'on peut pas le relancer? C'est quand même un mec qui a été important dans un titre NBA il y a pas si longtemps pour les Warriors. Donc je pense que c'est un peu ça la tentative. Et pour Saddiq Bey, c'est un joueur de rotation qui revient d'une grosse blessure et que moi j'aime bien personnellement, que je le vois bien se greffer à terme dans un effectif compétitif. Mais voilà pour ce trade Wizards Pelicans qui ne va pas déchaîner les passions chez les fans, je pense, mais qui méritait d'être mentionné. Ouais, Saddiq Bey,
C'est un joueur. J'arrive pas à savoir ce que j'aime bien le joueur. Je vois quel type de joueur il pourrait être pour des bonnes équipes même, mais pour l'instant ça s'est toujours pas concrétisé. Donc je pense que c'est un joueur qui est un petit peu à la croisée des chemins là. Soit vraiment il arrive à confirmer le potentiel qu'il a et le type de joueur qu'il devrait être, soit je sais pas s'il risque pas de continuer à faire passer d'une équipe à l'autre. Alors pour les Pelicans, non, je vais commencer par les Wizards. Moi, j'aime bien le move pour les Wizards. Parce que tout ce que tu as dit, CJ McCollum, c'est un super joueur, c'est un super leader de vestiaire. C'est parfait pour une équipe de jeunes qui se reconstruit, qui n'aura pas encore d'ambition directe cette saison. Et en même temps, je pense que instantanément, l'équipe est meilleure sur le terrain. Il y a plus de cohérence. Je pense que ça va mieux jouer cette année, les Wizards. Donc, je trouve ça très bien. C'est très bien qu'ils se libèrent de la masse, de la place sous le cap pour l'été prochain. Fait, comme tu l'as dit, il y aura pas mal de free agents. À voir maintenant si Washington arrive à être suffisamment attractif pour faire venir des free agents d'impact. Ça, c'est une autre question. Mais je trouve ça plutôt intéressant pour les Wizards. Pour les Pelicans, je suis partagé. En fait, je comprends toujours pas vraiment où va cette équipe. On ne sait pas encore quand DeJounte Murray va revenir. Enfin, on est d'accord. C'est pas garanti qu'il soit là dès le début du training camp, il me semble. Ouais. Donc, voilà qui va mener en fait dans cette équipe. Qui, tu vois, pour le coup, attendons de voir parce que c'est plutôt ça. Je pense pas que ça soit le dernier move des Pelicans. Sinon, je comprends pas vraiment l'organisation de l'équipe et comment tu peux espérer être comment dire, compétitif dès le premier jour de la reprise l'an prochain, sachant qu'il y avait quand même un petit peu doublon entre CJ McCollum et DeJounte Murray sur le poste 1-2. C'était... On a vite pas pu voir ce que ça pouvait donner avec la blessure de Murray. Je pense que, pareil, c'est pas fini du côté des Pelicans. Moi, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Je pense que, honnêtement, le passif est trop lourd. Je vois pas cette équipe repartir. Il y a plein de bons joueurs, mais je sais pas s'ils seront bons pour les Pelicans. On sait que Trey Murphy a une énorme cote. On sait que Herb Jones peut intéresser des tas d'équipes. On sait que Zion peut être quand même un asset peut-être qui pourrait être amené à bouger si une autre équipe se dit bah non mais chez nous ça va marcher. Faut garder un œil sur les Pelicans. En l'état, je pense pas que l'équipe ait du sens tel quel. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les jours, voire même aujourd'hui. Ouais. Ils ont changé un peu de direction. Joe Dumars qui est arrivé. Le coach Willie Green est toujours là. Je sais pas quelles seront les intentions de Dumars. Est-ce qu'il va être agressif ou pas? Mais ouais, c'est une des équipes les plus difficiles à lire. Ils ont quelques pics à la draft aussi. Il faudra surveiller ce qu'ils vont faire. Ça peut aller dans n'importe quel sens, hein. Ils peuvent essayer de rester un petit peu compétitifs en se disant bah encore une fois on a eu des blessés, mais sur le papier on est pas mal, ou alors tout faire péter et se dire ça y est on passe sur autre chose, mais c'est toujours risqué ça. Tu sais pas quand ça se termine ce que tu vas récupérer. Ton plus gros asset ça reste un mec qui est très souvent blessé, qui a des petits voire des gros parfois soucis en dehors du terrain. C'est vraiment pas une situation très très enviable pour les Pelicans, même si à nouveau il y a des joueurs que j'aime vraiment beaucoup dedans, hein. Trey Murphy, Herb Jones, c'est des joueurs qui peuvent te rapporter quelque chose si tu les échanges ou qui peuvent être au cœur d'un projet très bon. C'est ça le paradoxe de cette franchise. Dernier move, alors c'est pas un move parce que c'est un joueur qui finalement choisit de rester, mais Kyrie Irving qui a choisi de opt-out de son contrat, de devenir momentanément free agent pour finalement se réengager pour 3 saisons avec les Mavericks, Shai. Ouais, Kyrie devait prendre sa décision hier sur la player option qui était de 43 millions de dollars pour un an. On aurait pu se dire qu'il l'aurait activé pour s'assurer. On rappelle qu'il est gravement blessé, hein. Il s'est fait une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Mais il y a une confiance depuis que Kyrie est arrivé à Dallas. Il y a une confiance réciproque entre lui et les Mavs. Il a toujours été bon quand il a été en mesure de jouer, il faut le reconnaître. Il a été absolument irréprochable dans son comportement sur et en dehors du terrain. Et donc, il va signer un nouveau 3 ans et 119 millions de dollars. Donc, par saison, ça fait légèrement moins que ce qu'il aurait eu s'il avait activé son option. Donc, ça ferait 39 millions en moyenne. Et même s'il va manquer à coup sûr une grande partie de la saison, il sera là pour le début de la carrière de Cooper Flagg pour ses premières saisons. Et il y aura un moment où possiblement ils vont pouvoir tenter ce dont ils rêvent visiblement, c'est-à-dire Kyrie plus Anthony Davis, plus un roster assez compétitif autour, ce que Nico Harrison estime être suffisant pour jouer le titre. On verra ce que ça va donner. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Mavs. Je trouve que c'est plutôt mérité pour Kyrie par rapport à ce qu'il a apporté à Dallas. Ça montre qu'il y a vraiment de bonnes relations entre eux et je ne sais pas exactement quand il va revenir, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a au moins probablement, si Anthony Davis reste bien,
avoir un trio Anthony Davis, Kyrie Irving, Cooper Flag. On touche du bois pour eux pour pas qu'il y ait de blessures. On a 2 sur les 3 qui sont sujets aux blessures et qui seront pas tout jeunes non plus. Kyrie, quand il va revenir, il aura 34 ans. Anthony Davis a dépassé la trentaine. Mais c'est plutôt en même temps que la draft de Cooper Flag, c'est plutôt un signe d'espoir pour les fans des Mavs après des mois très difficiles. Ouais, c'est une logique, je pense, ce move, étant donné la blessure de Kyrie Irving. C'est aussi ce que font souvent des joueurs à l'âge qu'ont Kyrie. Ils choisissent de finalement avoir comment dire, de la longueur de contrat plutôt que des années extrêmement rémunératrices. On verra quand il pourra revenir sur le terrain. À voir, tu sais, du côté des Rockets, il me semble que Van Vliet aussi peut activer une clause et je serais pas étonné que ça soit un petit peu la même chose qui se passe du côté des Rockets, c'est-à-dire qu'il opt-out pour finalement re-signer sur plus de saisons mais un salaire moindre année par année, à suivre de ce côté-là. Je te propose qu'on referme là la page transfert NBA. Je vous le redis à nouveau, hein, mais tout ça c'est sur Basket Session. Si vous voulez avoir tous les détails de chaque deal et voir tout ce qui va se passer autour de la draft ce soir, c'est sûr que ça va continuer à bouger. Ouais. Un petit détour par la Grèce, si tu en es d'accord, Shai, où les Françaises jouaient hier leur quart de finale face à la Lituanie. Un match qui a été plié dès le premier quart-temps avec une adresse hallucinante. Je crois que j'avais jamais vu de toute ma vie une équipe de France afficher une telle adresse au tir sur un carton. C'était complètement dingue de mémoire. Je crois qu'elles ont shooté à 11 sur 15 au global et quelque chose comme 9 sur 11 à 3 points sur ce premier carton. Victoire 83-61 de la France qui se qualifie donc pour les demi-finales de l'Euro 2025. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match, Shai ? Elles ont parfaitement fait le job. C'est toujours des matchs pièges, même si on savait qu'il y avait un écart de niveau. On n'était pas sur une équipe de Lituanie qui avait proposé un basket incroyable, mais elles étaient quand même sorties d'un groupe pas si évident. Ce que j'ai bien aimé, vraiment, c'est que les Bleus, elles ont assumé leur statut. Elles ont profité d'une adresse totalement insolente qui n'a pas laissé le moindre espoir vraiment aux Lituaniennes, et ça, c'était important. On sait que c'est des matchs pièges, que tu peux vite soit te prendre toi-même une équipe qui est très très à droite. Lituanienne, dans le basket lituanien, on a plusieurs fois vu des équipes comme ça qui sont sur une soirée avec une confiance irréelle. Et j'ai trouvé que c'était bien dans la continuité de ce qu'on avait vu jusque-là, à part le premier match contre la Turquie qui était poussif et un poil inquiétant. Au final, les Turcs ont poussé l'Italie en prolongation, même si elles sont éliminées. C'était vraiment une équipe emmerdante à jouer, donc ça se comprend un peu mieux. Mais les Bleus ont vraiment... elles n'ont pas laissé de suspense, il y avait plus 25 à la pause. Tout le monde a joué, personne n'a plus de 18 minutes par match. On a un peu plus utilisé Iliana Rubber, c'était pas pour me déplaire. Et tout le monde a eu son mot à dire, ce que je trouve vraiment très bien. Il y a eu de la défense encore et toujours, ça c'est vraiment le point fort de l'équipe de France. Et quand la défense est activée, c'est très compliqué pour une équipe qui a face. Et c'est le cas de la Lituanie, il n'y a pas de très grandes joueuses en Lituanie. Et j'ai envie de dire que les choses sérieuses vont commencer maintenant. On l'avait dit dans la preview avant le tournoi. Il n'y avait aucune raison que les Bleus n'aillent pas en demi-finale. Mais c'est maintenant qu'il y a les quelques grandes équipes qui restent, c'est-à-dire potentiellement l'Espagne qui doit battre la République tchèque avant. Je pense que les Espagnols vont battre la République tchèque. Et derrière, si on bat l'Espagne, probablement la Belgique. Ça va être, ce qui est intéressant, ça va être le gap entre le niveau des équipes affrontées jusque-là et les deux qui sont susceptibles d'arriver. Mais elles ont très bien fait le job, elles n'ont pas laissé de suspense. Et même sur la qualité du jeu, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, la manière dont elles se sont créées et qu'elles ont obtenu ces tirs extérieurs, qu'il faut mettre, il faut quand même les mettre. J'ai trouvé que c'était plutôt satisfaisant et le groupe me paraît être de bonne humeur et bien connecté pour aller loin. Oui, c'est vrai. On avait fait le débrief ensemble, Shai, du premier match face à la Turquie, mais c'est un petit peu ce qu'on s'était dit. La Turquie, certainement plus forte quand même que ce qu'on imaginait et ce que la plupart des observateurs imaginaient. Une soirée un peu catastrophique en termes d'adresse pour l'équipe de France. Une défense qui n'avait pas été au niveau sur la première mi-temps face à la Turquie, mais depuis cette première mi-temps, la défense de l'équipe de France est impressionnante. Vraiment, là hier encore, il y a une situation où la Lituanie arrive même pas à monter la balle, à passer la ligne médiane. Elles se font siffler 8 secondes. Donc la défense impressionnante. Un management qui fait tourner beaucoup, là, les 12 joueuses. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble que les 12 joueuses sont rentrées à chaque fois jusqu'à présent. Hier, tout le monde a joué au moins 10 minutes, comme tu le disais. Donc, ça se comprend, hier, l'écart était déjà fait. Ce qui était intéressant aussi, c'est que sur le premier carton, la Lituanie a aussi tenté de la zone. Et elles ont quand même, c'est ce que tu disais, la France a réussi à continuer à mettre ses tirs, mais surtout n'a pas du tout été perturbée dans son organisation offensive. Et globalement,
offensivement, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements de ballon, de joueuses. On retrouve plus trop ces situations où parfois on avait l'impression que la balle s'arrêtait par le passé. Donc ça va être vraiment intéressant. Et comme toi, en fait, je me pose la question de savoir à quel point la marche risque d'être haute entre ce que l'équipe de France a pu connaître jusqu'à présent, mis à part le premier match face à la Turquie, et ce match de demi-finale, qui sera de toute façon quand même complètement abordable. Tu le disais, donc l'Espagne joue la République tchèque aujourd'hui. Elles joueront la C'est pas demi-finale. la grande Espagne. C'est pas la grande Espagne, il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est aussi en transition. Il y a une ou deux joueuses très expérimentées, autour plein de jeunes joueuses. La France sera favorite. C'est-à-dire même si l'Espagne fait un très bon tournoi et joue bien au basket, les Bleus, si c'est bien l'Espagne en face, seront favorites. Et évidemment, si ce sont les Tchèques qui créent la surprise, elles seront aussi favorites. C'était peut-être un peu, ça pouvait sembler un peu arrogant, mais on était beaucoup à être persuadés qu'il y aurait une finale France-Belgique et que ce serait vraiment le seul match très 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 difficile à gagner du tournoi. Donc les matchs, faut les jouer, faut les jouer. Ils sont pas gagnés d'avance, mais le niveau de ce tournoi-là fait que pour les Bleus, on peut avoir quand même un bon espoir d'aller en finale. Ouais, et puis c'est vrai que quand je vois la qualité de la défense déployée par l'équipe de France là, sur ce tournoi, il y a vraiment de quoi nourrir des espoirs. Un petit mot peut-être quand même sur Janelle Salin, si t'es OK, Shai. Elle a encore été incroyable d'efficacité hier. Je vais te donner ses stats sur le tournoi, et puis pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de ce qu'elle apporte. Donc elle est à 18 points de moyenne, à presque 70% de réussite au tir, 61% de réussite à 3 points, presque 3 rebonds, 1,3 passes. Elle est partie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle puisse être MVP de ce tournoi même? Si la France gagne le tournoi, elle sera MVP. Sinon, ce sera Emma Messman, qui est la meilleure joueuse d'Europe depuis 10 ans. Peut-être, j'exagère un peu, peut-être un peu moins. Mais par contre, Janelle Salin, c'est la meilleure ailière d'Europe aujourd'hui. Et elle a que 23 ans. Elle est sur une lancée que j'avais déjà évoquée, mais depuis l'année avec Villeneuve, où elles vont en finale d'Euroleague à la surprise générale, elle gagne le titre de championne de France. Derrière, elle participe au JO avec un rôle actif. Elle signe à Schio, elle est championne d'Italie. Là, elle va rejoindre Prague, qui est championne d'Europe. En WNBA, elle n'a pas vu la différence. Elle est tout de suite arrivée. C'est quasiment la meilleure joueuse des Golden State Valkyrie aussi. Cette compète, c'est très bien pour elle, je pense, qui est ni Gabby Williams ni Marine Johannes. Alors pour les Bleus, évidemment, dans d'autres compètes, on espérera avoir les trois. Mais là, elle se révèle dans ce rôle d'option offensive principale, et c'est une joueuse exceptionnelle, qui n'a pas fini de progresser en plus. C'est une joueuse qui joue des deux côtés du terrain, qui a un tempérament, je pense, de capitaine, qui est très intelligente et qui transmet bien, qui est très bonne au niveau de la communication sur le terrain aussi. Donc oui, elle peut très bien être MVP du tournoi. Là, c'est le match où elle marque le moins. Elle peut être MVP du tournoi si les Bleus vont au bout. Eh bien, à suivre. En tout cas, elle est bien partie pour être dans le 5 de la compétition, vu ses performances assez incroyables. Allez, on va finir par quelques mots du championnat de France. Hier, il y avait le match 5 entre Paris et Monaco. Finale assez incroyable, parce que Paris avait largement dominé les 2 premiers matchs. Monaco avait réussi à prendre les 2 matchs à domicile, et donc c'était le match d'appui hier à Paris. Victoire 99-93 du Paris Basketball, champion de France, dans ce remake de la dernière finale. Shai, match incroyable. Ouais, extraordinaire. Vraiment, alors le fait que ce soit un match d'appui, ça rend toujours les choses plus excitantes, mais il y a eu absolument tout dans ce match. Paris qui prend d'abord plus 17, où tu te dis ça va être un cavalier seul. Monaco va pas réussir sa remontada après avoir été mené 2-0. Ça va être un cavalier seul, mais derrière, Monaco se réveille magnifiquement. Terry Tarpey, donc on avait oublié, qui était au placard, Spanoulis le ressort. Et qui avait été excellent au match précédent déjà. Ouais, voilà. Mais là, il vire, attends, ses stats. Je crois qu'il y a un moment, il marque 16 points, il les ramène complètement dans le match. Malheureusement, après, il a un petit problème de faute. Du coup, Spanoulis le relance très tard, mais il est moteur dans le retour. Monaco marche sur l'eau, repasse devant. Dans le troisième quart-temps, ils sont encore devant. Et derrière, Paris au finish avec des joueurs avec un mental plus solide dans le money time. Genre Nadir Rifi, il est capable en 10 secondes de te faire une perte de balle catastrophique qui t'as l'impression que ça va te plomber le match. Mais voilà, 10 secondes après, il met un tir en première intention où t'es à 2 doigts de te taper la tête contre le mur, mais il le rentre magnifiquement. Il met le lay-up qui met Paris complètement à l'abri à la fin. Et TJ Shorts, qui est, je pense, l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué dans le championnat de France. En 2 ans, il a fait tellement de trucs. Et là encore, le sang-froid, l'efficacité à la finition, à la passe. C'est très dommage qu'ils doivent s'en aller. Il va partir pour un club probablement plus huppé. Un ou 2 autres joueurs qui partent aussi. Je crois que Tyson Ward va partir. Mais le Paris Basket, champion pour la première fois de son histoire, c'est mérité sur l'ensemble de la saison. C'est mérité pour le projet depuis 7 ans
qui a un modèle, je pense, de développement d'un club, d'une marque. Ils sont partis de très loin, hein, de ce qu'a fait David Kahn et ce qu'ont fait les gens qui sont autour du club est remarquable. Et voilà, c'est un accomplissement sur lequel il faudra essayer de surfer. C'est pas simple. Il faut tous les ans récupérer des joueurs pour remplacer tes meilleurs joueurs. Et des coachs. Et les coachs, tu fais bien de le dire, Thiago Splitter qui s'en va. Mais voilà, bon, c'est mérité. Et vraiment, le money time a été magnifique. Le match dans l'ensemble a été très, très rude, très, très âpre. Je sais pas combien il y a eu de ralentis vidéo pour l'arbitrage à la fin, mais c'était constant. Donc bravo Paris. Ouais, donc je donne les stats de TJ Short, tu le disais, qui termine pas si loin d'un triple-double, 27 points, 7 rebonds, 10 passes. Du côté de Monaco, Matthew Strazel qui passe pas loin de gagner un 5e titre de suite. Ouais. Sa série s'arrête à 4. Pour ce qui est de Paris Basketball, c'est assez intéressant parce que vous le savez, on sort une anthologie de Rivers et dedans, on a pu remettre le papier que j'avais écrit pour le coup sur Paris Basketball dans le MOOC numéro 1, le premier MOOC qu'on a sorti. Ouais. C'était au moment où le projet était en train de naître. Il venait de racheter la licence de Hier Toulon. Ouais. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir en relisant le papier qu'ils ont tout ce qu'ils ont accompli aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils avaient dans leur projet vraiment dès les premières semaines, dès le lancement de la création de ce club. Donc voilà, bravo Paris Basketball, Paris remporté. J'imagine malgré les départs que voilà, les fondations sont trop solides maintenant. Pendant longtemps, ce qui plombait un peu Paris, c'était le manque de continuité. Là c'est du solide. Donc y a de quoi s'enthousiasmer pour le basket à Paris. Et ça a été long. Ça a été long pour les gens de ma génération qui ont connu les PSG Racing, PBR, etc., les Paris-Levallois. C'est plutôt kiffant de voir enfin un club... voilà, un club qui est pas encore grand, mais qui est sur le point de potentiellement le devenir. Ouais, et puis ils ont vraiment créé une fanbase très très fidèle. Il y a beaucoup d'ambiance au match à l'Adidas Arena. Enfin, il y a rien à dire. C'est du très bon travail. Juste sur Monaco, mon regret, c'est que Mike James n'ait pas joué. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est totalement flou. T'as le meilleur joueur de l'équipe adverse qui est pas là. Ça fait un peu ce dernier match. Mais là aussi, il y a des choses qui vont très probablement bouger du côté de Monaco à l'intersaison. Écoute, je te propose qu'on referme là ce chapitre, Shai. Comme je vous le disais, si vous voulez tout savoir sur la draft, sur Basket Session, vous aurez tout en temps réel, toute la journée, toute la soirée. Nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau Securifère pour débriefer cette draft 2025. Et puis, voilà, profitez bien de la journée, restez à l'écoute et on vous dit à très vite. Ciao. Yes, ciao.